De rester avec nous pour terminer en beauté cette première partie du grand rendez-vous. Nous allons tourner maintenant vers une nouvelle chroniqueuse sur ce plateau du grand rendez-vous. Mame Fatou Sy, vous êtes étudiante en 6e année de médecine. Vous allez désormais nous présenter tous les 15 jours une chronique parlant de santé. Je crois que pour cette fois-ci, vous êtes venue nous parler du cancer. Mais soyez d'abord la bienvenue. Merci. Ça se passe bien à la faculté de médecine? Oui, malgré les grèves récurrentes et... Oui, malgré tout, on s'accroche. Très bien. Ça va. Elle est tellement bruyante qu'elle nous soigne déjà. Elle nous soigne déjà. On a un rhume, mais elle fait... Enfin, je ne vais pas balancer les secrets, alors, plus de 400 femmes décèdent au Sénégal chaque année par rapport à la maladie du cancer, des cancers des seins. D'accord? Et un peu plus de 800 d'entre elles contractent en fait cette maladie. Ça veut dire que plus de la moitié des femmes qui contractent ce cancer-là décèdent malheureusement. C'est terrifiant, non? Oui, terrifiant. Mais d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là avec vous. C'est terrifiant, oui, mais on a surtout choisi ce thème pour qu'au sortir de l'émission, qu'on puisse au moins avoir moins de femmes qui souffrent de cancer. On peut, certes, l'incidence a tendance à augmenter, mais au moins qu'on essaye de diminuer la mortalité. Et effectivement, c'est très très fréquent de plus en plus. Dans le monde, c'est le 2e cancer après le cancer du poumon, pour tous sexes confondus, et le 1er cancer chez la femme. Donc c'est quand même assez fréquent. Et au Sénégal, c'est un réel problème de santé publique, dans la mesure où on a une mortalité qui est à plus de 50%. Donc c'est très fréquent, d'où l'intérêt du dépistage et du diagnostic précoce. Et voilà donc. D'où l'intérêt également de la sensibilisation. Oui, surtout la sensibilisation en fait. C'est surtout pour ça. C'est vraiment pour ça. Oui. Et toucher, à travers l'émission, toucher un maximum de public. Pour que vraiment qu'il y ait moins de cas, parce que quand ça atteint un stade très avancé, c'est très difficile. Il faut voir les malades qui souffrent de cancer et il arrive un moment, par exemple, quand c'est métastasé comme ça, que vraiment, on ne peut faire qu'un palliatif. Ça veut dire qu'on aide le malade à soulager sa douleur, mais en réalité, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, c'est très difficile, donc il faut sensibiliser davantage. Nina? En parlant de cet aspect qui est la prévention, avant d'en arriver au stade où vraiment on ne peut plus faire grand-chose, ça commence déjà par quoi? Comment les femmes devraient se comporter pour éviter justement d'avoir un cancer du sein ou un cancer du col? Très bien. Alors, pour la prévention, il y a d'abord une prévention primaire, ce qu'on appelle une prévention primaire chez nous, et une prévention secondaire. Pour la prévention primaire, je crois qu'il faut d'abord connaître les facteurs de risque de la maladie. Il y a des facteurs de risque comme l'âge, par exemple. Une femme qui a plus de 60 ans, ça constitue un facteur de risque. Et également, quand on prend le tabac, l'alcool, c'est un facteur de risque. Et il faut avoir une bonne hygiène de vie. Une alimentation riche en fruits et légumes, et éviter le tabac, éviter l'alcool, faire du sport, une activité physique, pas forcément très intense, mais juste, par exemple, la marche pendant 30 minutes, ça peut aider. Et autre facteur de risque également, il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de facteurs de risque. Par exemple, une hyperestrogénie. Une femme, par exemple, une jeune fille qui devient pubère assez tôt, avant 12 ans par exemple, et qui, dans la ménopause, est atteinte après 55 ans, elle a tendance à développer un cancer du sein parce que, voilà, elle a beaucoup d'hormones, beaucoup d'oestrogènes. Ça aussi, c'est un facteur de risque. Et la pilule contraceptive, quand on la prend pendant plus de 5 ans sans interruption, c'est un facteur de risque. Ça veut dire que... La pilule pendant plus de 5 ans, vraiment, c'est un facteur de risque. On ne dit pas partout. Oui, on ne dit pas partout. Moi, donc, alors, si vous dites ça, je vais avoir un peu peur parce qu'il y a mes professeurs qui me regardent. Mais je prends ma responsabilité.
responsabilité. Mais ça nous ramène au débat qu'on a eu la dernière fois sur la contraception avec l'imam Damdiaye qui est revenu sur la limitation des naissances et tout. Ça veut dire qu'en dehors du fait qu'on peut éviter de fumer, faire du sport et tout, le fait d'utiliser des moyens contraceptifs comme la pilule peut être une cause du... Oui, juste préciser, parce que le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Ce n'est pas seulement que vous avez un facteur de risque qu'on dit que vous allez avoir le cancer. C'est des facteurs de risque. Ça veut dire que vous avez le risque de développer le cancer. Et c'est multifactoriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui se réunissent. Et ce n'est pas la pilule en tant que telle, hein, mais quand on prend la pilule pendant plus de 5 ans sans interruption. Parce que moi, personnellement, quand on était en gynéco, on voyait... on préconisait la contraception à certaines femmes, mais c'était surtout par rapport à leur hygiène de vie. Par exemple, une femme qui vient juste d'accoucher, à qui on a fait la césarienne, on lui demande de faire une contraception pendant 2 ans pour permettre la cicatrisation de l'utérus et accueillir une autre grossesse. Donc voilà, 2 ans. Moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est 2 ans. Maintenant, la pilule contraceptive pendant plus de 5 ans, c'est un facteur de risque. L'obésité également, c'est un facteur de risque. C'est pourquoi on parlait de l'intérêt de faire du sport. Voilà, et... le défaut d'allaitement, il faut allaiter. L'allaitement maternel, c'est très important. C'est un problème. Alors pour la prévention, c'est bon, pour la prévention primaire, c'est ça. Et pour la prévention secondaire, ça permet de faire un diagnostic précoce de la maladie. Excusez-moi, et c'est là vraiment qu'il faut insister. Parce que, par exemple, c'est tellement difficile de voir que ça a tendance à augmenter. Et dans les pays riches, par exemple, là-bas, le cancer du sein, l'incidence est très, très élevée. Mais eux, puisqu'ils ont une bonne politique de santé, la mortalité a tendance à diminuer. Par contre, dans les pays pauvres, aussi bien l'incidence que la mortalité augmente. Et là, c'est très c'est à déplorer. Maintenant, puisqu'on n'a pas encore cette bonne politique de santé-là pour mieux prévenir, que chacune de nous, parce que le cancer atteint plus de femmes que d'hommes, 100 femmes, il n'y a qu'un seul homme qui est atteint. Donc, je m'adresse aux femmes directement. Il faut qu'on prenne nos responsabilités personnelles, qu'on sache comment l'éviter et qu'on essaie de le faire. Maintenant, arriver au stade d'aller à l'hôpital, là, ce sera autre chose. Et j'espère que, puisque le conseil est là, l'État va faire beaucoup de choses. Il va nous aider. On fait passer le message. Oui, j'en viens. Pour les femmes qui ont plus de 40 ans, on leur demande de faire une mammographie tous les 2 à 3 ans. Pour dépister. Et l'intérêt de ce dépistage, c'est quand on voit une tumeur qui a une taille de moins de 1 cm, on a la possibilité d'enlever que la tumeur. On ne fait pas une mastectomie totale, on n'enlève pas totalement le sein, on enlève juste la tumeur et on a 98% de chances de survivre. Donc c'est vraiment important de le faire. Et pour les jeunes filles dès 20 ans, on leur demande de faire un auto-examen des seins chaque mois après les règles. Donc on se tient devant un miroir et on commence d'abord par observer la taille et la forme des seins. Si on a l'habitude de le faire, dès qu'apparaît une anomalie, on va savoir. Et voilà, après, on essaie de palper, on voit s'il n'y a pas de ganglions au niveau des aisselles, voilà, des boules touchées au niveau des aisselles. Oui, et pour les seins, je pense qu'on a une illustration qu'on va faire passer. Donc, pour les seins, on se tient là, devant le miroir. On prend l'autre main comme support. Et c'est comme on commence de dehors, ici. On prend les doigts là, qu'on a l'impression de plaquer. Il ne s'agit pas de serrer, mais de plaquer pour regarder s'il n'y a rien. On plaque, oui, au niveau de la poitrine, comme ça, pour palper. On palpe de dehors jusqu'ici. On prend en bas, on vient de haut en bas. Et on fait une petite pression du mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Et ça permet, une fois qu'il apparaît quelque chose d'anormal, qu'on puisse très vite aller à l'hôpital, se faire dépister. Et là aussi, la chance, l'intérêt de la prévention, c'est quand on découvre un nodule inhabituel,
de plus de 1 cm de taille. On peut aussi faire une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on conserve le sein, on enlève juste la nodule et on laisse le sein intact avec le même pourcentage de survie à 5 ans. Mais des fois, il arrive qu'il y ait des kystes qu'on n'enlève pas forcément, parce qu'il y a oui. des cas comme ça où on sent qu'il y a quelque chose, mais qui n'est pas forcément lié à un cancer du sein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qu'on appelle le diagnostic différentiel. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a un nodule au niveau du sein qu'on a forcément le cancer du sein. On a les affections du sein qui sont bénignes, c'est-à-dire qui ne sont pas des cancers, constituent plus de 90%. Donc, quand on a une anomalie au niveau du sein, on a 90% de chances que ce soit une affection bénigne qu'on peut soigner. Ça peut être une tumeur bénigne, un adénofibrome, des kystes, ça peut être un abcès. Quand on voit également des lésions de la peau, ça peut ne pas être un cancer du sein, ça peut être juste une allergie, ou bien ça peut être lié à un traumatisme, peut-être qu'on s'est blessé au sein. Et voilà, même les femmes qui allaitent par exemple, quand elles ont tendance à allaiter avec un seul sein, par exemple, l'autre on va avoir un engorgement mammaire. La taille va augmenter. Là aussi, ce n'est pas un cancer. Seulement, il faut aller consulter très vite. Parce que si on laisse ces affections bénignes-là prendre ampleur, ça peut évoluer vers un cancer. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Le cancer, c'est la prévention, le dépistage précoce. Merci, docteur. Une pathologie qui intéresse particulièrement la gente féminine, d'accord. Nos mères et bien aimées. Et je pense que les hommes aussi ont leur mot à dire. Et la Bible. Je crois que c'est bon. Ça peut arriver aux hommes, le cancer? Oui, ça arrive aux hommes, mais c'est très rare. S'ils ont des gros seins, oui. Ouais. Il faut faire du sport, c'est la même chose. Parole de Kenny Seba. Ça gonfle pas. Il fait les mêmes symptômes aussi chez les hommes. Non, en fait, oui, on peut avoir un nodule, mais chez les hommes aussi, c'est pas forcément que quand on a un nodule, c'est le cancer. Ça peut être une gynécomastie. Par exemple, ceux qui sont obèses, ils ont tendance à avoir de gros seins. Et s'il y a une personne qui n'est pas obèse, mais qui a des genres de... J'ai un ami, il n'est pas gros, mais... Il a des trucs bizarres. Ah bon? T'as touché? Tu m'inquiètes. Il faut faire l'auto-examen des seins. Dès que tu vois quelque chose d'anormal, tu pars consulter. Si t'as touché, tu m'inquiètes. Un ami t'a touché? En tout cas, là où il y a 100 femmes qui sont atteintes de cancer du sein, il n'y a qu'un seul homme qui est atteint. Donc c'est très rare chez les hommes. J'ai une question très rapide parce que je sais qu'on est en retard. La simple question que j'aurais, c'est quel est le regard de l'étudiante en médecine que tu es, futur médecin, de la médecine traditionnelle et du regard de la médecine traditionnelle vis-à-vis de maladies telles que le cancer du sein? Parce que je regarde en Asie, ils ont une méthode... Quand on parle de médecine traditionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle doit être coupée de la médecine moderne. Nous ne soyons pas dans la caricature non plus. C'est prendre les éléments meilleurs de partout. Mais en Asie, les Chinois, les Japonais ont cette capacité à avoir une médecine bien souvent endogène, capable de traiter un certain nombre de maladies par des techniques qui sont les leurs, ancestrales, et qui donnent des résultats. Quel est le niveau de la médecine traditionnelle ici et son regard par rapport au cancer du sein, par exemple? Alors, et au cancer le niveau ici traditionnel, je ne maîtrise pas, très sincèrement. Mais quand même, personnellement, je ne suis pas là pour la faculté ni pour les médecins de façon générale. Je suis très petite pour ça. Mais pour mon avis personnel, vraiment, la médecine traditionnelle, c'est important. C'est important. C'est important quoi qu'on dise. Parce que aussi, quand vous voyez, par exemple, si vous avez un simple rhume, vous avez tendance à... je n'ai rien contre les médecins ou les pharmaciens, mais bon, vous pouvez acheter des médicaments vraiment très chers. Tu viens de perdre ton diplôme en médecine. Oh non, coupez. Tous les labos pharmaceutiques viennent de Kenyaï, vous avez peut-être un mot à ajouter? Non, Kevin. Non, mais c'est très juste. C'est vraiment saluer aussi la démarche de voir quelqu'un qui s'intéresse à un problème aussi crucial que le cancer du sein. Je crois que toutes nos mamans, toutes nos sœurs qui sont là et qui sont concernées sont vraiment dans une nécessité d'avoir la bonne information. Donc je salue cette rubrique que vous avez insérée dans votre programme. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que est-ce qu'il y a dans
est-ce que vous ne prévoyez pas quelque chose d'aller surtout vers le terrain? Parce que quelquefois aussi, la télévision n'est pas accessible à tout le monde. Il faut aussi aller vers les terrains, vers les villages, là d'où je viens, de Sadio, pour que les gens comprennent aussi. Parce que je crois qu'il y a une politique d'éducation pour que les gens puissent vraiment comprendre et faire les précautions qu'il faut. Est-ce que aussi, quelle est la disponibilité aussi du matériel? Parce que est-ce qu'il faut venir seulement ici à Dakar pour avoir le... Mais c'est nous qui devons là, poser cette question. moi, je sais pas. Directement l'État. C'est lui le conseil. C'est les autorités. Non, je demande est-ce que ça existe? Bon, si ça n'existe pas, on va aller conseiller pour que ça existe. Parce que aussi les femmes qui sont dans les villages aussi sont aussi importantes que les femmes qui sont à Fan et à Soinzeux. Donc, je crois que c'est important pour que nous aussi nous sachions quelle est la disponibilité du matériel. Est-ce que c'est largement diffusé ici au Sénégal? Est-ce qu'on peut avoir accès aux soins ou bien au traitement, sinon aux tests partout au Sénégal? D'accord. Alors là, on a nos doyens. Par exemple, le professeur Mamoudou Diop du service de cancérologie de Dantec et tous ses coéquipiers, ils sont vraiment sur le terrain. Ils sont sur le terrain et ils font le maximum de sensibilisation possible. Ils en font et d'ailleurs, ils ont un congrès, je pense, en mars. Peut-être ce sera l'occasion de les inviter. Ils vont en parler parce que j'en ai parlé avec son assistant, docteur Doudou. Voilà, il prépare un congrès et depuis très longtemps, parce que moi, avant de venir ici, je les suivais à la télé, par exemple. Ils étaient sur le terrain, ils faisaient des sensibilisations et voilà. Maintenant, le traitement, c'est cher, hein? Quand vous dites l'accessibilité, c'est très cher. C'est très cher. C'est pourquoi j'insiste sur la prévention, parce que c'est très cher. Une chimiothérapie, par exemple, il vous faut 4 à 6 cures. Ce qui fait 3 à 6 mois de traitement et chaque mois on peut dépenser 60 000 jusqu'à 600 000 francs juste pour une chimiothérapie et ça c'est pas le traitement, c'est pas le traitement, c'est pas que la chimio. Voilà, donc là, comme le dit très bien ma très chère sœur, le coût des soins ici au Sénégal dépasse l'entendement. On a l'impression qu'on peut mourir si on n'a pas un niveau de vie. Et ça atteint plus ceux qui sont pauvres. Et oui, c'est ça. Donc c'est un peu frustrant, quoi. C'est très frustrant. Mais je crois qu'il y a aussi un problème de ressources humaines qui se pose par rapport aux spécialistes liés à ces questions cancéreuses, en tout cas de tumeurs. Et donc là, nous vous encourageons. Est-ce que vraiment il y a un problème de ressources humaines? Il y a un problème de ressources. C'est vrai? Il paraît qu'il n'y a que, je sais pas, 4 ou 5 spécialistes en la matière. Ah oui. Pour 13 millions d'habitants, 54% de femmes, c'est terrible. Alors je termine par dire terrifiant, comme j'avais commencé. Et voilà, mais on vous encourage, Mme Fatou, à vous spécialiser dans ce domaine-là. Je disais merci par rapport à... On verra. Ça fera honneur au grand rendez-vous, en tout cas. Alors, s'il vous plaît, permettez juste, s'il vous plaît, de remercier, parce que j'en ai parlé à des professeurs qui m'ont conseillé. J'avais peur au début, mais ils m'ont poussé. Il y a, par exemple, le docteur Yahamley, il m'a vraiment encouragé. Et le docteur Doudou, le professeur Mamoudou Diop, dont je parlais tout à l'heure également. Et je fais un coucou à tous mes camarades de promotion. Très bien, merci et bonne continuation, Mme Fatou.